se fait pas dévisager, on enlève notre voile, il ne se passe strictement rien. Quand on est au lycée, quand on est sur Paris, les actes islamophobes sont constants. On se fait dévisager, on se fait humilier, on se fait convoquer chez une directrice qui ne veut pas qu'on mette des jupes. Aujourd'hui, on se fait opprimer, mais ce n'est pas par les hommes de notre religion. Au contraire, leur émancipation, qu'ils disent émanciper, c'est de nous retirer tous nos droits, de nous habiller, de mettre un bout de tissu. En quoi ça les dérange? Un bout de tissu pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous contrôler. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'habille comme tout le monde, qu'on soit dans les normes. Mais nous, dans leurs normes, exactement. Mais nous, nos normes, c'est le voile. On a le droit, on a tous le droit de porter notre voile. Aujourd'hui, je tenais à vous dire que en silence, il y a des femmes qui pleurent. En silence, il y a des étudiantes qui pleurent. Aujourd'hui, je tiens à préciser que j'en peux plus, vraiment. Tout ce qui est acte islamophobe, on est dans les métros, on est dans les RER, on se fait constamment dévisager. Je deviens parano. Vous vous rendez compte? Parano. On nous dévisage. On nous dévisage constamment. On est là. On ne fait pourtant rien, aucun mal. On va juste pour étudier. Quand on y va, quand on va au lycée, on nous dit, mais vous êtes opprimés. Vous êtes opprimés. Pourtant, moi, je viens juste faire mes devoirs. Je viens juste étudier. Je me fais rabaisser. Le pire, c'est que ce sont des adultes qui le font. Ils n'ont pas honte. Ils viennent, ils nous convoquent. Ils sont à plusieurs sur nous. Ils commencent à nous rabaisser, à nous crier dessus. On nous harcèle. On nous harcèle aujourd'hui en France. Les musulmanes se font harceler par les médias, par le pouvoir, par l'école, par tous. Aujourd'hui, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre. On en a tous marre. Il faut résister. Il faut manifester. Aujourd'hui, cette main que j'ai dessinée, c'est la mienne. C'est une main française. C'est une main musulmane. Je suis une musulmane française. Il faut m'accepter comme je suis. Merci à vous. Merci à tous et à toutes. Voilà. Bravo. Bah, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par, au nom de l'Union juive française pour la paix, apporter notre pleine, entière et inconditionnelle solidarité à toutes nos frères et sœurs musulmans et musulmanes, à tous nos concitoyens de confession musulmane ou supposée telle. Face à cette islamophobie généralisée qui se déchaîne partout, ça a été dit, dans la rue, dans les médias, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans les institutions politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Qu'on ne s'y trompe pas, cette islamophobie n'est pas une histoire de controverse religieuse, ce n'est pas une histoire de laïcité. Elle véhicule une exclusion sociale et politique totale, dirigée d'abord contre celles et ceux qui apparaissent comme descendants des pays que la France a colonisés. Elle fait des musulmans et des musulmanes aujourd'hui des citoyens de seconde zone, ou pire que ça, des ennemis de l'intérieur qu'il faut ficher, exclure, soumettre, et ça jusqu'aux enfants dans les écoles primaires. C'est au bout du bout, une politique de déshumanisation. Et cette mécanique, nous la connaissons bien, car en tant que juifs, nous sommes porteurs d'une histoire douloureuse. Douloureuse parce que des millions d'entre nous, par le passé, ont subi les mêmes rhétoriques, les mêmes politiques. Auschwitz n'est pas tombé du ciel, mais a été rendu possible par des décennies et des décennies d'antisémitisme d'État en Europe, de plus en plus virulent et de plus en plus déshumanisant. Et il y a dans notre organisation des camarades qui ont vécu dans leur chair, des camarades dont les parents, les grands-parents ont subi cet antisémitisme d'État. Car si aujourd'hui Auschwitz et Vichy ne sont plus, le monde qui les a enfantés, lui, il existe toujours aujourd'hui. Et de la même manière que hier, des femmes et des hommes se sont levés pour dire non à l'antisémitisme d'État, nous nous levons aujourd'hui fermement contre l'islamophobie d'État. Nous le savons bien, c'est une question de dignité humaine et c'est au bout du compte une question de vie ou de mort.
L'UJFP se tiendra fermement aux côtés de toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont déterminés à mener ce combat jusqu'au bout. Et nous vous donnons bien évidemment rendez-vous le 8 décembre pour une grande marche contre le racisme d'État, contre l'islamophobie, pour l'amour de nos enfants et pour un monde plus juste, plus égalitaire et pour une égale dignité pour toutes et tous. Merci. Bonjour, je suis juste citoyenne française et de confession musulmane. Et je voudrais dire que l'islamophobie, 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 je voudrais juste dire que les musulmans sont des citoyens français et qu'aujourd'hui l'État et la fachosphère utilisent la laïcité dans une nouvelle religion. Maintenant c'est la religion de la laïcité en France. Ils ont inventé ça pour exclure les musulmans et tous les signes religieux. Aujourd'hui c'est le voile, qui sait demain si ce sera pas la kippa ou la croix. Donc on est en France, on est citoyen et la laïcité justement c'est de pouvoir pratiquer tranquillement sa religion et pas se faire persécuter à cause de sa religion. Et donc leur but c'est de nous diviser et nous serons toujours français ensemble et rassemblés contre la haine et contre l'islamophobie, l'antisémitisme et la xénophobie et la christianophobie. Ouais, bonjour, Théo Roumier pour l'Union communiste libertaire, l'UCL. La première chose que je voudrais dire, c'est que vraiment, je suis très content de voir autant de monde rassemblé aujourd'hui, place de la République. Merci à vous, merci pour votre courage, merci pour votre détermination. On est effectivement, ça a été dit, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, on est face à une offensive islamophobe là aujourd'hui qui est inédite. Elle atterrit pas de nulle part. Bien évidemment que l'islamophobie et cette offensive islamophobe, c'est l'héritière d'un racisme colonial qui a été construit par des crimes, par des meurtres, par des massacres et qui aujourd'hui se traduit par des discriminations, des assignations, des stigmatisations, des violences contre les personnes musulmanes ou considérées, assignées comme telles. Aujourd'hui, cette islamophobie, nous on la dénonce, nous on veut la combattre le plus largement possible. On pense vraiment que dans la période dans laquelle qu'on traverse aujourd'hui, il ne faut pas faire un pas en arrière, il faut aller de l'avant, il faut qu'il y ait un avant et après la mobilisation qu'on va construire ensemble contre l'islamophobie. Et aujourd'hui, pour ça, il faut être très clair, l'islamophobie n'est pas le domaine réservé de l'extrême droite, elle n'est pas le domaine réservé du Rassemblement national, elle s'exprime au plus haut sommet de l'État. C'est parce que le président Macron, c'est parce que le ministre Blanquer, c'est parce que des députés aujourd'hui construisent une islamophobie d'État qu'on est dans la situation qu'on traverse aujourd'hui. Et pour ça, il faudra aussi être très clair pour celles et ceux qui se réclament de l'émancipation, du progrès, de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité sous réserve ou sous condition. Il n'y a pas d'égalité pour les uns et pour les autres et une égalité différente pour les musulmans et pour les musulmanes. Aujourd'hui, combattre l'islamophobie, c'est combattre l'égalité. Alors oui, nous serons présentes et présents le 8 décembre. Nous serons présents et présentes et nous répondrons présents et présentes à toutes les initiatives contre l'islamophobie. Merci encore une fois pour votre courage et votre détermination. Bonsoir à tous, je vais essayer d'être le plus bref possible, notamment parce que les intervenants précédents ont dit beaucoup de choses très pertinentes. Ce que je voudrais dire, c'est notamment, vous avez vu, et ça a été assez relayé médiatiquement, la condamnation récente et définitive du raciste Éric Zemmour. Cependant, très peu de médias ont relayé ce fait que si Éric Zemmour a été condamné, c'est parce que
une association, celle que je représente, une association de solidarité avec la Palestine, Euro-Palestine, avait porté plainte. Je ne le dis pas pour verser des fleurs sur Euro-Palestine, mais je le dis pour souligner en creux que si nous avons porté plainte, c'est parce que ni les grandes ONG, ni a fortiori le gouvernement n'avaient levé le petit doigt, alors que devant des millions de téléspectateurs, Éric Zemmour, tranquillou, appelait à chasser les musulmans de France en leur disant « Ah ben pour eux, il faut leur donner le choix entre l'islam et la France ». Alors, bien sûr, obtenir la condamnation d'Éric Zemmour est une satisfaction, mais c'est une assez maigre consolation quand même. D'abord, parce qu'il continue d'être invité impunément par ces mêmes merdias, n'oubliez pas le R dans ce que je viens de dire, mais surtout parce que sa condamnation est suivie ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que les autres intervenants avant moi ont correctement défini comme étant une nouvelle vague extrêmement grave, dirigée depuis le sommet de l'État, d'islamophobie. Alors, le front judiciaire, oui, c'est une arme qui est à notre disposition, mais il ne sera jamais remplacé. La mobilisation de terrain, que ce soit aujourd'hui sur la place de la République, ou qu'il faille que ce soit à l'université de Cergy-Pontoise, ou dans les écoles pour la protection des mamans voilées qui veulent accompagner les sorties scolaires, la mobilisation de terrain, et celle-ci, cette mobilisation, elle concerne tous les antiracistes, que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit les musulmans ou les pas musulmans, que ce soit les voilés ou les pas voilés. Je vous remercie. Alors, je veux dire aussi sur la marche, mais je suis le Globe 777, je m'appelle Khadra, je m'inscris aussi dans la lutte contre l'islamophobie. Je voudrais dire qu'on a des pistes quand même pour combattre cette islamophobie. Les signalements auprès du CSA, on a aussi l'expression dans les urnes, parce que pourquoi ils attaquent? Parce qu'en face, il n'y a rien du tout. Les musulmans aujourd'hui, que ce soit aux européennes ou aux municipales, ils ne sont pas présents. Il est temps que, en fait, ils s'expriment dans les urnes. S'ils s'exprimaient dans les urnes, il n'y aurait pas des lois. Les républicains ne pourraient pas aujourd'hui motiver des lois qui veulent empêcher le port du voile dans tout l'espace public. Et ça, il faut absolument que, en fait, ils se conscientisent, les musulmans, pour qu'ils aillent voter, qu'ils soient un poids électoral. Parce que la question, elle est politique. Et je voudrais vous rappeler que cette semaine, le 21 octobre, à partir de 15h, il y a un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale pour, en fait, tout ce qu'a dit Monsieur Blanquet. Et Monsieur Blanquet, il a l'air d'oublier que dans l'école de la République, on apprend la religion, on apprend la politique, on apprend la démocratie, on apprend la liberté. Et que Monsieur Blanquet aussi, il faudrait lui rappeler que les enfants de confession musulmane n'ont pas à être discriminés et signalés. Un petit garçon qui ne veut pas donner la main à une petite fille, mais c'est parce qu'il a de la pudeur ou parce qu'il est timide, alors il n'aurait pas droit. Et ce que je veux dire, le deuxième rassemblement, ça va être à l'entour du 27 octobre, un appel qui a été lancé par Mohamed Kolanta. Je vous demande d'être le plus nombreux possible, encore plus nombreux. Et comme le disait précédemment le représentant d'Euro-Palestine, voilé, pas voilé, la liberté, c'est une question qui nous unit tous. On est tous venus libres au monde. Et c'est ça qui nous lie. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. Merci. Donc vous l'avez entendu, il y a beaucoup de colère. Nous sommes en colère, mais nous ne sommes pas résignés. On vous donne rendez-vous le 8 décembre prochain pour une grande marche pour la justice et la dignité, pour les enfants de Mantes-la-Jolie, pour le fils de Fatima, pour tous nos enfants
tous nos enfants. Rendez-vous à Barbès le 8 décembre prochain, départ 14h. Merci à toutes et à tous. Salam alaikum. L'islamophobie, abat, abat, 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 l'islamophobie. Résistance, 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 on lâchera rien, on lâchera rien. Résistance, 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 résistance. Alors il va y avoir une dernière prise de parole. C'est Maman Toutes Égales, Yousra, qui était là et qui n'a pas osé s'avancer. Donc on va lui donner le micro. Voilà, très bien. Bonjour tout le monde. Je suis choquée, émue, contente, toutes les émotions qu'il peut y avoir, parce qu'en fait on est des membres d'un ancien collectif Maman Toutes Égales. On a porté cette voix pendant des années, entre 2013, 14, 15, depuis la circulaire Châtel, donc qui était pour l'exclusion des mamans qui portent le foulard. Très solidaire pour ces mamans mantoises, pour la maman qui a été rejetée au conseil régional. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Mon fils a 3 ans, qui les larmes aux yeux, m'a vu me faire refouler par la directrice d'une école maternelle. Aujourd'hui, quand je vois les témoignages de ces mamans, de leurs enfants au lycée, je me dis mais finalement, on va jamais respirer ou quoi? Comme j'ai des enfants qui sont maintenant aussi au lycée. Mon fils qui était en larmes, aujourd'hui il est en CM2, dans quelques temps il sera au lycée, peut-être qu'il va aussi lui arriver la même chose. Donc nous, aujourd'hui, on veut dire stop, quoi. Fichez-nous la paix. On est français, que vous le veuillez ou non, on est des Français de 2e, 3e, 4e génération, mais arrêtez de nous stigmatiser. Le foulard n'est pas un problème sur la place publique. Je suis désolée, c'est pas ça le problème en France. Je pense à mes amis de MTE qui ont souffert pendant des années, qui ont lâché l'affaire et qui ont parfois continué. On a respiré quelques années et là, rebelote. Mais fichez-nous la paix, c'est pas possible. Je pense à Anissa, aux mamans de Méru, aux mamans du Blanc-Ménil, aux mamans d'Argenteuil. On a été reçus de Livry-Gargan, on a été reçus au ministère, on s'est battu jusqu'au bout, on a gagné nos combats. J'ai gagné dans l'école de la maternelle où mon fils s'est fait rejeter et où moi j'ai été rejetée. La directrice, au bout de 5 ans, s'est excusée, mais je n'ai pas lâché l'affaire et je n'ai pas baissé les bras. Et on ne lâchera pas l'affaire et on continuera de nous battre. Merci à vous tous et bon courage et on sera avec vous les mamans de Mantes et on sera avec toutes les mamans qui sont discriminées. Merci. Merci Yousra. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous, je suis enseignant, membre de l'Assemblée Générale Éducation Île-de-France. Nous, évidemment, on est particulièrement solidaires de cette manifestation, de ce rassemblement contre l'islamophobie, parce que l'islamophobie, c'est nos élèves qui la vivent, et que nous, en tant qu'enseignants, on veut protéger nos élèves. Dans ce pays, il y a une loi. Il y a une loi, c'est la loi de 1905. La loi de 1905
protège la liberté de culte, la liberté d'opinion et la neutralité de l'État. Or, M. Blanquer, en s'exprimant sur le voile, trahit cette neutralité de l'État. C'est eux qui sont contre la laïcité. On doit déposer plainte contre lui. La neutralité de l'État implique que ces membres du gouvernement ne rentrent pas dans les questions religieuses. Par ailleurs, M. Blanquer se ridiculise jour après jour avec ses déclarations qui n'ont ni queue ni tête. Après le petit pain au chocolat de M. Copé, on a le droit maintenant aux enfants, petits garçons qui ne donneraient pas la main aux petites filles pour des questions religieuses. Mais où en est-on? Où en est-on dans ce pays? Nous avons un président qui appelle aujourd'hui à la délation. Nous sommes dans un pays qui a une histoire, qui a tué des millions de juifs. Aujourd'hui, à quoi appelle-t-il? On est en train de débattre à l'Assemblée nationale sur une taille de barbe, sur le nombre de fois où les gens peuvent faire la prière dans une journée. Mais où en est-on arrivé? Sachez que les enseignants et les enseignantes ne sont pas dupes. Nous nous préparons aussi à publier un texte dans les jours qui viennent. Nous voulons être en totale solidarité avec les parents d'élèves et nos élèves, car nous sommes nous là pour protéger nos élèves. Nous nous disons la loi, rien que la loi. Le gouvernement n'a pas à faire des déclarations qui outrepassent la loi telle qu'elle est. La laïcité, c'est une loi très précise, on vient de le rappeler, et leur déclaration dépasse clairement le cadre de cette loi. Alors on est prêts, nous, à se battre. On vous rappelle aussi qu'il y a un mouvement social tout autour de ça. Évidemment, si aujourd'hui il nous sort ces attaques islamophobes, c'est pas pour rien. Et ça, il faut en avoir conscience. Pour diviser la société française, la meilleure des choses, c'est d'appeler au racisme. À chaque fois qu'ils ont essayé de faire des attaques sociales dans ce pays, pour diviser les Français, ils appellent ensuite à diviser les Français autour des questions religieuses. Et à chaque fois, c'est la même chose. Nous ne sommes pas dupes et nous allons continuer à nous battre contre cela. Car Français nous sommes, musulmans, juifs, chrétiens, athées, peu importe, nous sommes Français. Alors évidemment, avec le collectif des jeunes du Montois, qui a eu le courage d'organiser ce rassemblement et qui a le courage d'appeler à cette marche du 8 décembre, nous serons présents. Nous appelons aussi dès le 5 décembre à une grève générale qui est en train de se généraliser dans tous les secteurs professionnels. Car le lien entre l'islamophobie et les réformes et les attaques sociales quotidiennes sont évidentes. Ce modèle social qu'ils sont en train de nous construire, c'est un modèle social qui attaque les plus pauvres dans cette société et qui se sert de la religion pour diviser les Français. Alors aujourd'hui, on est nombreux à appeler à la résistance. Ce pays a une histoire. La résistance s'est battue contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, la résistance doit se battre contre l'islamophobie. Elle doit se battre contre l'islamophobie et toutes les autres formes de racisme, contre l'homophobie, contre... Ce gouvernement continue jour après jour d'attaquer les quartiers populaires et les plus pauvres de cette société. Nous ne devons pas en être dupes et nous devons converger tous ensemble pour nous battre pour cette belle République avec ses valeurs. Et nous, ces valeurs, on veut les appliquer. La liberté, l'égalité et la fraternité. Merci. Merci, Jimmy. Alors Macron, il fait des réformes sociales, mais en même temps il veut réformer l'islam. Ça veut dire qu'il veut, soi-disant, organiser l'islam. Ça veut dire qu'il veut contrôler l'islam, contre les musulmans. Donc on va lui dire ce slogan: Macron, casse-toi, l'islam n'est pas à toi. 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 Macron, casse-toi, l'islam n'est pas à toi.
Et je donne la parole à Abdeslam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis membre de ELV, d'Europe Écologie Les Verts. Mais je ne suis pas mandaté par ELV, mais je suis co-responsable de la Commission internationale de ELV. Je suis également un des anciens membres fondateurs du groupe contre l'islamophobie en France. Et c'est aussi à ce titre-là que je ne pouvais pas être ici, je devais être là ici avec vous. Non pas pour dire que je suis solidaire, mais que je suis impliqué. Je suis impliqué jusqu'au bout, de la tête jusqu'aux pieds. L'humiliation qu'a subie cette femme dans l'enceinte, dans des enceintes de la République française n'est absolument pas acceptable. Parce que cette humiliation qu'a subie cette femme, je la vis aussi parce que ma mère a porté aussi un fichu sur la tête. Et elle n'a pas été moins mère, moins affectueuse, moins me suivre dans l'école de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui vient de se passer, on a franchi une étape dans ce pays. On a franchi une étape parce qu'on va arriver à une conjonction d'intellectuels qui soutiennent l'islamophobie, d'hommes politiques qui soutiennent l'islamophobie, d'associations qui sont silencieuses et leur silence est assourdissant parce qu'il en dit long sur la manière dont les musulmans sont considérés aujourd'hui au sein de la République. En tant que membres du ELV, nous sommes pour la diversité, nous sommes pour la biodiversité, nous sommes pour la pluralité culturelle, mais nous sommes aussi pour la pluralité religieuse. Partout, nous rappelons en France, comme dans le monde, qu'il y a une urgence de la lutte contre le climat, qu'il y a une urgence écologique. Mes chers amis, je vous le dis aujourd'hui, il y a une urgence plus que jamais pour lutter contre l'islamophobie. Lutter contre les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique, lutter pour l'écologie n'est pas antinomique pour lutter contre l'islamophobie. Elles sont articulées. Et donc non seulement je me trouve avec vous aujourd'hui, mais nous nous retrouvons avec vous plus que solidaires, plus qu'impliqués le 8 décembre, encore plus en nombreux. Un fichu sur la tête n'a jamais interdit à qui que ce soit d'être libre dans sa conscience. Un fichu sur la tête n'a jamais interdit à qui que ce soit d'être sous la tutelle de qui que ce soit. Contrairement à ce qu'on dit. Alors oui, il y a une mémoire coloniale qui ne cesse d'être reproduite à jamais, encore aujourd'hui, comme l'était hier, mais aujourd'hui, contre les musulmans en France. Et une république fraternelle ne sera jamais fraternelle si elle ne défend pas aujourd'hui le droit des musulmans à s'exprimer sur l'espace public avec leur foi. Donc, chers amis, cette lutte, elle est une lutte tenace, constante, de tous les jours, de toutes les minutes. Et jamais, jamais on laissera tomber le flanc de la liberté, parce que il a coûté hier, comme ça a été dit, à d'autres groupements, et il en coûtera si jamais nous laissons tomber le combat de ceux qui luttent contre l'islamophobie, et notamment dans les quartiers populaires. Donc, chers amis, je vous le dis, le 8 décembre,
il est impératif, il est plus qu'impératif d'être ensemble et nous serons avec vous ensemble ce jour-là. Et merci. Vous m'entendez? Ok. Vous m'excuserez si ma prise de parole... Alors ma prise de parole ne sera pas trop organisée parce que j'avais pas prévu de prendre la parole de base, mais finalement je la prends. J'ai dit, ma prise de parole ne sera peut-être pas organisée parce que de base j'avais pas prévu de prendre la parole, mais finalement je la prends quand même. Voilà, c'est spontané. Donc si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est au nom de toute cette islamophobie qui est déversée depuis quelques années. Ce n'est pas seulement cette islamophobie qu'on voit depuis quelques semaines, cette islamophobie qu'on voit depuis quelques années. Ça a commencé par le débat avec le hijab à Décathlon. Ça a commencé, c'était juste avant, une année avant, c'était avec le débat pour instaurer une loi pour empêcher de porter le foulard à l'université. Ça fait depuis quelques années que les débats sur le voile ne cessent de passer dans les médias. Ces mêmes débats qui sont dans les médias, parce que cette islamophobie, il faut pas se voiler la face, elle est aussi due aux médias, parce que ces mêmes débats, lorsqu'on débat sur le foulard, les intervenants sont toujours des personnes extérieures et rarement sont les femmes voilées qui interviennent à la télévision. La preuve cette semaine, un journal, je me souviens plus lequel, Libération a numéroté à peu près le nombre de débats qu'il y a eu autour du foulard. Sur à peu près 87 ou 80 débats, seule une femme voilée est intervenue à la télévision. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mettre des femmes intellectuelles, des personnes... Ils ont peur de mettre des personnes musulmanes qui auraient assez d'intellectuels pour contrer leurs arguments. C'est ça aussi. Il faut aussi que les médias qui se disent neutres, les médias qui se disent véhiculeurs des valeurs de la République et qui se disent vouloir reporter le message le plus neutre possible se remettent aussi en compte. Ensuite, à tous les hommes politiques, tels que le ministre de l'Éducation et autres, je n'en passe avec le nombre qu'il y a eu, le nombre de personnes politiques, ministres et autres hommes politiques qui sont passés aujourd'hui à la télévision, dans les journaux et qui ont élevé leur voix. Je leur dirai à tous, à ceux qui disent que ces lois et ces prises de parole sont au nom de la laïcité, et à ceux qui veulent faire passer la loi comme quoi les femmes ne peuvent pas porter le voile au nom de la laïcité, j'aimerais leur poser la question. Dans ce cas-là, pourquoi la kippa n'est pas interdite? Pourquoi le bindi n'est pas remis en question? Je dis ça pour cette loi, je dis ça pour la loi qu'il y a eu à l'université il y a quelques années, et je dis ça au nom des autres lois qui aura peut-être dans les prochaines années au cours du fil où on arrive en ce moment. Alors arrêtez de nous dire que c'est au nom de la laïcité quand seulement un signe religieux, seulement un signe d'une seule religion est pris en compte. Là, c'est de la discrimination et non de la laïcité. Ces hommes politiques, ministres et autres qui ont été élus, qui ont été choisis pour nous défendre, qui ont été choisis pour défendre la République, ont assez de courage, ont assez de culot pour cracher sur la principale principe qui fait la France, la laïcité. Pour cracher sur les trois valeurs les plus importantes, égalité. Il n'y a pas d'égalité quand seulement une religion est prise à partie. Il n'y a pas de liberté quand on nous impose
de retirer et nous impose de ne pas pratiquer notre religion. Et il n'y a pas de fraternité quand vous divisez les Français en fonction de leur religion. Et ces mêmes Français qui ne cessent de dire qu'on n'est pas associé à la culture de la France. Comment peut-il dire ça quand ces personnes ne sont pas assez intelligentes pour se remémorer les principes qui ont fondé la France? Comment ces personnes peuvent parler de la culture de la France quand ils bannissent tous les combats qu'il y a eu pour instaurer la laïcité en France? Et c'est le principe même qu'on appelle l'égalité, égalité, fraternité. Quand ils ne sont pas capables de respecter la devise de la France. Quand ils ne sont pas aussi capables de se souvenir de la mémoire de la France. Il y a longtemps jadis, la France a colonisé plusieurs pays de l'Afrique. Durant cette colonisation, elle a imposé des cérémonies où elle obligeait des femmes à retirer le hijab. Là, certes, ces cérémonies ne sont pas en Afrique. Ces cérémonies ne sont pas pour la même raison. C'est non pas pour asservir le pouvoir. Ces cérémonies ne sont peut-être pas dans le même pays, mais le principe, quand on demande à une femme de retirer le foulard, c'est la même attitude. C'est la même attitude et le même acte. Comment ces Français ne peuvent aussi pas se souvenir de la stigmatisation et des génocides qu'il y a eu durant les guerres mondiales avec les Juifs? Ces génocides ont d'abord commencé par des signalements. Et aujourd'hui, ils nous demandent de faire la même chose, de signaler quand M. Castaner nous demande de signaler une personne qui exécute régulièrement la prière, qui porte le voile, qui porte la barbe, c'est exactement la même chose. Il demande de signaler, de stigmatiser des personnes. C'est le même principe. Ces Français-là ne sont même pas capables de se souvenir des erreurs qu'ont fait leurs prédécesseurs et ils nous parlent de culture française. En outre, ces derniers sont plus qu'hypocrites lorsqu'ils critiquent les pays comme la Chine qui persécute les Ouïghours. Comment ces persécutions, comment ces génocides ont commencé par des signalements obligatoires. Et là, on nous demande de faire les mêmes processus. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Hajar, juste citoyenne française. Je suis Hajar, juste citoyenne française, musulmane aussi et complètement épanouie. Je vais vous faire je vous ai écrit un petit texte et j'aimerais partager ça avec vous. Puisqu'on ne me donne pas la parole, et ben je la prends aujourd'hui. Bravo! La France, mon cher pays, est aujourd'hui éprouvé et tout comme moi remis en question dans ce qui fait son essence même, la liberté, l'égalité, la fraternité. Nos valeurs françaises sont bafouées sous couvert de l'aliénation même de la laïcité, qui pour certains, loin d'être celle qui garantit le libre choix, le libre arbitre et le droit de croire ou de ne pas croire, est plutôt celle qui est le véhiculaire de l'intolérance, de l'irrespect, de la stigmatisation, de l'islamophobie en un mot. Je me souviens parfaitement de ce jour en classe d'histoire, au collège, où on a étudié l'histoire de France, même dans ses moments les plus sombres. Et on a étudié le traitement des Juifs en France, stigmatisés, arrêtés, enfermés, puis déportés, et on connaît la suite. Je n'arrivais pas à comprendre comment mon pays pouvait avoir eu un rôle dans cette horreur. Comment des citoyens comme vous et moi aujourd'hui pouvaient savoir ce qu'il se passait et ne rien dire, et rester dans l'inaction et laisser faire. Je ne comprenais pas comment il était possible de traiter des personnes, des êtres humains, de manière si injuste
pour une seule raison, leur religion. Aujourd'hui, et c'était là bien leur seul crime, aujourd'hui, eh bien les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années nous ont montré quel processus était mis en route et comment l'instrumentalisation de la peur peut la transformer en haine. Comment l'émotion et la souffrance légitime face à l'atrocité des actes terroristes peuvent être détournés par l'amalgame pour créer un climat de méfiance, pour stigmatiser une minorité. Et oui, avant de les déporter, les Juifs, eh bien on les signalait. Je vous laisse revenir à l'actualité. L'islamophobie, moi je ne l'ai pas fantasmée depuis mon siège sur un plateau télé. Non, je la vis au quotidien, moi, l'islamophobie. Et en me voyant, vous comprenez pourquoi? Oui, je porte le foulard sur ma tête. Oui, je crois en Dieu. Oui, je suis musulmane. Et si tel est mon crime, alors je plaide coupable. Et pourtant, très personnellement, c'est cette foi qui me pousse à me lever le matin avec l'envie de faire du bien. C'est cette foi qui me pousse à être utile à mon prochain, à être une citoyenne responsable et engagée autant dans les questions de justice sociale, d'écologie. C'est aussi un moteur de ma décision de faire de la médecine mon métier. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à être bénévole dans l'humanitaire, entre autres. C'est ma croyance, ma foi, qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une fervente féministe, oui, je le clame. Et qui me permet de voir dans la différence de chacun ici, la force de la France. Alors oui, mon discours bouscule les préjugés et les idées fantasmées qu'on entend à la télé, et pourtant c'est ma réalité. Quant à mon foulard, puisqu'il est cible de toutes les attentions, il est un choix, et il est un choix personnel. Il est un choix issu d'un cheminement spirituel, et le seul rôle politique qu'il a, c'est celui qu'on utilise au profit de l'islamophobie. Alors, pardon. Et si c'est une question que vous vous posez, non, ce foulard, on ne me l'a pas imposé. Et je ne permettrai à personne de m'imposer de l'enlever. N'est-ce pas Voltaire, une de nos lumières, qui disait « Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Nos droits constitutionnels qui font l'essence même de notre République ne sont visiblement pas à prendre pour acquis. Et les valeurs auxquelles nous tenons tous, c'est à nous citoyens de les défendre. Personne ne le fera pour nous. Alors oui, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mon choix, mais c'est votre devoir de défendre ma liberté de conscience, comme c'est mon devoir de défendre la vôtre. Ma foi est un droit, pas un crime. L'islamophobie en est un. Discrimination et stigmatisation doivent céder face à notre union. Les livres d'histoire se souviendront de nos choix. Soyons les justes de notre époque et redonnons du sens aux valeurs liberté, égalité, fraternité. Rendons à la France ses lettres de noblesse. Prenez soin de vous. Salam alaikum et que la paix soit sur vous tous.
Bonjour à tous. Salam alaikum. Alors écoutez, moi je suis en retard. Je viens d'arriver. Je suis une maman de 3 enfants. Ce matin, j'avais les activités de mes enfants. Ma fille faisait du foot et ma deuxième fille faisait du taekwondo. Donc entre le manger, le temps d'arriver, il est 16h. C'est mon vécu de femme aujourd'hui. Je suis une femme, j'ai des enfants, je travaille et je suis aussi musulmane d'origine maghrébine. Autant dire que les fardeaux, la charge sur mes épaules sont multiples. D'abord, la question du sexisme et de la double journée de travail. Quand je travaille toute la journée, quand je rentre à la maison, je m'occupe de mes enfants. Ensuite, je suis d'origine maghrébine, avec tout le poids de l'histoire coloniale de mes parents, de vos parents, qui sont issus de l'immigration et qui ont fait la France d'aujourd'hui. Ensuite, troisième charge qui pose, troisième apport, et mes charges aussi qui portent sur mes épaules, je suis une femme musulmane, tout simplement. Quatrième charge, je suis une femme musulmane qui porte un bout de tissu sur la tête. C'est un choix spirituel, c'est un choix personnel que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Ironie du sort, je l'ai fait en septembre 2001, à quelques jours du 11 septembre 2001. Une coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, c'était ma destinée de commencer à ce moment-là, de faire un choix. Je ne me rendais pas compte à cette époque-là que ce choix n'était pas juste un choix spirituel en réalité. C'était un choix qui allait faire vraiment le destin de ma vie. Car faire ce choix de porter un bout de tissu sur la tête, c'était plus qu'un choix personnel en réalité spirituel, puisqu'il allait avoir des conséquences sur toute ma destinée. Ça a été positif, ne vous inquiétez pas, parce que malgré ces obstacles, malgré les souffrances qu'il y a pu avoir, j'ai pu aujourd'hui m'épanouir dans ce que je suis. Première souffrance, premier obstacle, donc septembre 2001, je porte le foulard, un turban, et je travaille, donc je suis étudiante en communication, et je travaille à la FNAC dans les sondages, pour ceux qui ont déjà fait ça. Donc devant la FNAC de Créteil. Et je travaille durant toute une journée, tailleur, j'ai fait les formations, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et le soir, on m'a dit JN, je m'appelle JN, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On me dit JN, je crois qu'il y a un problème avec ta tenue, est-ce que tu pourrais pas remonter ton foulard et sourire un petit peu? Et après, 1 heure plus tard, on me dit, ce n'est pas la peine de revenir le lendemain. C'est pas grave. Et je rentre à la maison, ma mère qui me soutient pleure quand même. Elle me dit, JN, pourquoi tu as choisi ça? Elle ne portait pas le foulard. Mais elle me dit, pourquoi tu as choisi ça? Elle ne me dit pas ça contre moi. Elle me dit ça tout simplement parce qu'elle sent bien qu'il y a une ambiance, une oppression, une discrimination par rapport à ce foulard. Et elle est un peu déçue. Elle se dit, mince, qu'est-ce que tu as fait comme choix? Pourquoi ce choix qui t'emmène dans ces difficultés-là? Mais moi, à partir de ce moment-là, je savais qu'il y aurait des difficultés, qu'il y aurait des obstacles, mais je n'ai jamais, 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 jamais lâché, et encore aujourd'hui. Je ne vous raconte pas ça aujourd'hui pour vous raconter ma vie, c'est simplement un témoignage que je souhaite vous livrer, et notamment, j'ai 36 ans, je suis plus toute jeune, et je voudrais livrer à toutes les jeunes femmes, qu'elles soient voilées ou non d'ailleurs, par rapport à la question des obstacles et des difficultés dans la vie. Un autre témoignage pour vous raconter. Donc moi j'ai 19 ans, donc j'ai pas 19 ans maintenant, hein, 36 ans. Donc j'ai 19 ans et je suis donc en faculté de communication à Paris 8 Saint-Denis. Et je fais un atelier radio avec Emmanuel Laurentin, qui est animateur radio à France Culture. Je découvre d'ailleurs France Culture, une radio que je ne connaissais pas, que je vous invite à écouter. Tous les médias, il y a des choses à prendre, mais ça j'en parlerai après si on m'en donne le temps. Donc je commence et je fais un stage. J'ai pu faire un stage à la radio parce que mon professeur Emmanuel Laurentin a parlé de moi directement à l'animateur. Et donc j'ai fait mon stage dans l'émission de Jean Lebrun. On lui a dit que JN porterait le turban et que c'était comme ça. Et donc j'ai fait mon stage pendant 3 semaines. Et je me suis pas rendu compte de ce que c'était en fait ma présence là-bas. J'étais quand même la première femme voilée à Radio France. Et moi, du haut de mes 19 ans, je me rendais pas compte du pavé dans la mare que c'était en réalité.
Et je m'en suis rendu compte comment? C'est mes collègues qui m'ont raconté. Un soir, il y avait un cocktail à France Culture. Je n'y étais pas parce que je vous ai pas dit. Après les 3 semaines de stage, Jean Lebrun, qui aimait les vilains petits canards, m'a gardé comme pigiste pendant plusieurs années. Et donc un soir, il y avait un cocktail. Il y avait une femme journaliste qui revenait d'Afghanistan. Et pour faire de la provoque, elle a mis une burqa pour montrer un petit peu ce que c'était aux gens. C'était pas par conviction, hein, elle l'a mis juste comme provocation. Et elle était au bras d'un de mes collègues qui travaille avec moi dans l'émission Pot-au-feu. Et donc elle est arrivée le soir du cocktail, donc au bras de mon collègue, donc moi je n'y étais pas. Et pendant 3 minutes, les gens ont tous cru que la femme qui portait la burqa, c'était moi. Donc pour vous dire aujourd'hui, donc tout ça ne date pas d'hier. Tout ça ne date pas d'hier. Et donc ce destin, juste pour continuer, ça m'a forgé en réalité. À aucun moment, je ne me suis dit, je vais arrêter mes études. À aucun moment, je me suis dit, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas d'avenir. J'ai toujours voulu lutter. Et ça a été d'ailleurs le moteur de mon engagement. De mon engagement en tant que femme, de mon engagement en tant que citoyenne, de mon engagement en tant que journaliste. Parce que j'ai continué mon chemin en étant journaliste pigiste pour différents médias. Et je me suis engagée. La route était difficile, autant parce que je portais les foulards que parce que le métier de pigiste est très compliqué pour les journalistes qui sont là. Et donc on a continué. Mais je sentais bien que le fait que je sois comme ça avec mon foulard, j'ai été une des premières filles qui a porté le foulard dans mon quartier, il n'y en avait pas énormément. Il y avait quand même ce côté, entre guillemets, représentation. Les gens voulaient qu'on porte la voix, qu'on ne soit... Je sentais ce rôle-là, qu'à un moment donné, il fallait être là, il fallait être présente. Et juste, alors je m'embrouille, mais juste pour vous expliquer, il était important pour moi, c'était comme un moteur. Là où je devais aller, je représentais cette femme d'origine maghrébine, cette femme issue du quartier populaire, cette femme musulmane, cette femme qui porte le voile. Et à aucun moment, je n'ai reculé. Pour moi, quand on demandait qui veut prendre la parole, qui veut être délégué, qui veut être ceci, qui veut être cela, j'étais la première à lever la main. Pas seulement parce que j'avais envie de le faire, pas seulement que j'avais envie de le faire, mais parce que je sentais que c'était important. Je sentais que c'était important. Alors que ce soit, donc moi j'ai eu plusieurs trajectoires dans ma vie. J'ai fait donc du journalisme dans différents médias, le Courrier de l'Atlas, France Culture. J'ai aussi été entrepreneur parce qu'à un moment donné, quand j'ai été pigiste, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué pour avoir un vrai salaire. Donc les pigistes savent ce que c'est. Donc j'ai décidé de me tourner vers l'entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé dans la communication, notamment auprès des entreprises. Mais ça aussi, ça a été un combat parce que personne n'a voulu réellement m'embaucher. J'ai fait des CV, j'ai fait des entretiens et on sentait toujours qu'il y avait une barrière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé? Je me suis mis comme entrepreneur et je me suis mise à mon compte. Et ça a été... Et je remercie toutes les associations. Merci. Et je remercie toutes les associations d'aide à l'entrepreneuriat qui permettent justement de trouver des alternatives. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important aujourd'hui de ne pas s'arrêter au fait de dire qu'on n'a pas été embauché. Il y a des voies. Alors les voies ne sont pas faciles, mais il faut toujours persister. Donc j'ai fait de l'entrepreneuriat. Et suite à cet entrepreneuriat, j'ai rencontré énormément de monde. Le monde de l'entrepreneuriat et de l'associatif, hein, de même, sont très riches. Et donc avec des jeunes femmes comme moi, on était plusieurs de différents backgrounds, de différentes références, d'autres qui sont proches plutôt de l'environnement, d'autres qui vont être proches du digital, moi qui étais plutôt proche de la question de la communication et des quartiers populaires. On a décidé de lancer un événement qui s'appelle We Talk, Women Empowerment Event. C'était un événement qui était à destination de toutes les femmes. On ne voulait pas uniquement faire un événement où on va donner la parole aux femmes qui portent le foulard. Parce qu'on se disait qu'en réalité, ce que je disais au début, ce que moi je vis, Jihen, ce que je disais au début, donc être une femme issue de quartier populaire, d'origine maghrébine, musulmane, qui porte le voile, maman, j'ai plus de doigts pour compter tout ce qui... Ça, il n'y a pas que moi en fait qui le vis. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Qu'elles soient de différentes origines, de différents horizons, qui soient sur la question du handicap, sur la question de couleur, racisées, nous les racisés. Il y avait différentes questionnements
catégories sociales, ethniques, etc., qui avaient besoin de se révéler. Les femmes, aujourd'hui, sont plutôt muselées, elles ne parlent pas. C'est faux de dire que on a l'impression de parler de soumission que des femmes voilées ou des femmes en Iran ou en Arabie Saoudite. En réalité, les femmes en France subissent justement cette soumission. Les femmes en France subissent ce muselage. On ne leur donne pas droit à la parole, que ce soit dans les grandes entreprises du CAC 40, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau politique. Donc ce combat, en réalité, il n'est pas uniquement le nôtre, il n'est pas uniquement celui des femmes qui portent un foulard. Ça, c'est très important. Il est le combat de toutes les femmes et de tous les hommes racisés et engagés qui doivent faire entendre leur voix. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cet événement, le We Talk Event, que vous pouvez trouver sur Vimeo, avec des femmes qui racontaient leur histoire. On leur donnait 13 minutes et chacune racontait leur histoire. On avait Fatoumata Kébé, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une jeune astronome, qui a fait un livre sur la Lune. On avait Elisa Rojas, qui est une femme handicapée, qui est la première à avoir dénoncé les messages sur le handicap dans les médias. On avait Aya Sissoko, qui est une boxeuse championne du monde. On avait Béatrice Barbus, qui est une femme d'une 50aine d'années, qui elle aussi a vécu les discriminations parce qu'elle vivait dans les quartiers populaires. Et toutes ces femmes, on s'est réunies ensemble lors d'un événement. Alors je vous raconte pas ça par rapport à We Talk, ça peut être autre chose, c'est pas là la question. C'est qu'à un moment donné, ces femmes-là, je vous jure, si on les mettait chacune les unes à côté des autres, on dirait qu'on n'a rien en commun. Mais en réalité, on a tout en commun. On a tout en commun. On a l'impression d'être différentes, de vivre des combats différents, mais en réalité, notre combat, il est commun. On a une voix à faire entendre, on a des combats à faire entendre, et en tant que femme, on doit se faire entendre, quelles que soient nos origines sociales, ethniques. Bravo. Et je ne vais pas être longue, je vais peut-être m'arrêter là, mais pour conclure, ce que j'avais envie de dire, bon, alors je sais pas ce que je voulais dire à la base, mais je pense que Nassira Ghanif et les sociologues ont vraiment parlé de ça, sur la question de la déshumanisation, l'objectification de la femme musulmane aujourd'hui. Et c'est vrai, aujourd'hui on est dans une période trouble, dans une période noire, et je vous dis, c'est pas uniquement nous qui vivons ça, c'est toutes les femmes. Moi j'ai des collègues avec qui je parle, qui sont pas musulmanes, qui sont pas d'origine maghrébine, et qui sont touchées dans leur chair par ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne reconnaissent pas la France, et qui disent qu'elles sont pas d'accord. Donc il faut vraiment, j'invite tout le monde à ne pas, à être vraiment dans un discours, dans un engagement qui est du nous. Nous tous ensemble, on pourra vaincre cette islamophobie. Nous tous ensemble, on pourra vaincre cette discrimination. Et nous avons des alliés, il faut en être sûr. C'est pas le eux contre nous, nous avons des alliés. Et d'ailleurs, si demain, par rapport à ce climat d'oppression, ce climat noir en France, nous sommes peut-être les premières victimes, mais à terme, c'est toute la France qui va en payer le prix. Donc c'est nous tous ensemble, qui devons nous lever pour dire non face à ce qui se passe. Et sincèrement, je pense que vous êtes tous touchés dans votre chair quand on entend des journalistes, et je vous invite à ne plus regarder ni LCI, ni CNews, ni BFM TV. Mais par contre, les amis, si vous éteignez BFM TV, si vous éteignez CNews, si vous éteignez LCI, allez lire le livre de Nassira Ghanif sur l'immigration. Allez lire le livre de Olivier Grandcourt-Maison. C'est très très important. Si aujourd'hui notre discours se limite à de la réaction sur ce qui est dit à droite, à gauche, on ne va aller nulle part. On ne va aller nulle part. Notre premier devoir, c'est de s'engager. Mais c'est de s'engager, et là je parle pour les jeunes, ce n'est pas uniquement en faisant un like sur Facebook, ce n'est pas uniquement en faisant une story sur Instagram. Alors c'est important, faites-les, attention, c'est très bien. Faites les stories, faites les likes, ça fait du bruit, ça fait du buzz, c'est super. Mais ne vous arrêtez pas à là. Ne vous arrêtez pas à là. Alors vous n'applaudissez pas? Ne vous arrêtez pas à là. L'engagement ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. C'est un leurre. L'engagement, il est en bas de votre immeuble. Il commence en bas de votre immeuble. Là où que vous habitiez. Que vous habitiez ici, là, dans le 11e arrondissement, ou que vous habitiez dans les quartiers populaires, dans le 93 ou dans le 95. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous invite à faire, c'est aller vous engager.
Vous êtes une maman, allez vous mettre comme parent d'élève. Quand il y a une réunion au conseil d'école, vous y allez. Vous dites pas j'ai pas le temps. Vous y allez, vous allez parler à la maîtresse. Quand votre enfant il est en classe, il faut prendre un rendez-vous avec la maîtresse au moins une fois par an, c'est obligatoire. Vous laissez pas votre enfant tout seul toute l'année avec la maîtresse en disant c'est bon, il y a l'école, il y a l'étude. Vous devez être présente et vous devez montrer que vous êtes là et que vous accompagnez vos enfants. Je finis. Pour les jeunes, pour tout le monde, donc les mamans, on a parlé des mamans. Les jeunes, il y a beaucoup de choses à faire dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, notre jeunesse, moi j'ai 3 enfants, j'ai une fille de 9 ans, une de 5 ans et un petit garçon de 1 an. Ces enfants-là, ils ont besoin de nous. Et des jeunes, vous les étudiants, vous avez 20 ans, vous avez 21 ans, vous êtes étudiants, ou alors oui, ça prend du temps les études, je sais. Mais prenez du temps le soir, allez faire du soutien scolaire. Vous êtes une femme qui porte le foie, allez faire du soutien scolaire. Allez vous engager dans votre comité de quartier. Dans le comité de quartier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Allez-y, moi j'ai fait ça. J'étais dans le comité de quartier. Les gens, ils me regardaient bizarre, mais ils étaient contents. Au début, ils te regardent bizarre, mais après, ils sont contents. Parce qu'ils voient que tu t'intéresses au quartier. Ils sentent bien que tu es présent. Donc c'est ça qui est très important. Et engagez-vous au niveau local, dans votre quartier, que ce soit le comité de quartier, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit même à tous les niveaux, même sportif. Vous avez un club de gym et vous adorez la gym, allez vous engager. Donc voilà, je vais conclure en disant que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est touché, c'est vrai qu'on est mal, qu'on a la rage, qu'on a la colère. Mais cette rage et cette colère, mettons-la dans quelque chose d'utile. Produisons des choses, écrivons des choses, allons lire ces gens qu'on a entendus tout à l'heure, Nassira Ghani, allons les lire, allons les écouter et produisons quelque chose. Ne nous arrêtons pas à la colère, s'il vous plaît. Merci à vous. On conclut, on doit lever le rassemblement. Donc merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. Il va y avoir d'autres initiatives. Restez connectés parce que ça ne doit pas être qu'un one-shot. Donc la prochaine étape, c'est le 8 décembre, Inch'Allah. Mais entre-temps, il y aura différentes mobilisations. Et il va falloir être présent, non pas, comme disait Jihen, uniquement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Au revoir et merci. Bravo. Merci, au revoir. Et la plateforme des musulmans, là, vous en avez parlé? C'est lundi le lancement. Les gens, ils doivent atterrir, on sait peut-être pas. J'en ai parlé. C'est lundi le lancement. Non mais mon Mercure, il parle de la plateforme avant d'organiser ça. Ça a été. Merci.